Sur le service public et efficacité, culture de responsabilité versus par rapport aux mises en perspective de la culture de l'innovation. Et très rapidement, pour introduire cette table ronde, nous avons besoin de regarder plus exactement quels sont les trois termes qui nous préoccupent cet après-midi, à la fois service public, responsabilité et innovation. Et la mise en perspective de ces termes est intéressante parce que s'il n'y a pas de doute sur de bonnes articulations, service public et responsabilité par exemple, ça devient plus complexe si l'on se dit service public et innovation, on l'a déjà abordé ce matin, ou encore innovation et responsabilité. On vient de le voir avec l'exemple de la Poste tout de suite. Cela est d'autant plus complexe toutefois lorsque nous essayons, comme dans cette table ronde que nous allons aborder, de mêler à la fois le service public, à la fois la responsabilité et à la fois l'innovation. Quand bien même cela peut paraître tout à fait naturel, car dans une volonté de servir la société, ce qui est la vocation du service public, il y a bien la nécessité d'innover, tout en maintenant une condition, voire une obligation de la responsabilité. Il y a donc ici un double enjeu. Ce double enjeu, aujourd'hui pour le service public, au sens général, peu importe finalement qui en a la charge, on a bien vu ce matin qu'il y avait différents acteurs qui pouvaient en avoir la charge, c'est donc bien à la fois d'intégrer l'innovation. Il s'agit d'intégrer les changements, les modifications de contexte à des fins d'efficacité. Et dans le même temps, prévenir la question de la responsabilité que nous entendrons cet après-midi au sens de respondere, de sa vocation latine, à savoir rendre des comptes. D'ailleurs, cette étymologie latine n'est pas sans intérêt et nous questionner, puisque cela porte forcément la question de la responsabilité à plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux qui est rendre des comptes, donc pour l'entreprise, vis-à-vis de son rattachement, de tutelle par exemple, ou de son actionnariat, ou de ses sociétaires, pour prendre l'exemple de la Massif, ou rendre des comptes vis-à-vis de ses utilisateurs. M. Mijon, ce matin, a fait ces allusions-là. Nous noterons d'ailleurs qu'adresser ces questions sont bien plus complexes et bien plus délicats en français, puisque lorsque l'on regarde dans la langue de Shakespeare, on va avoir d'autres questionnements qui vont être ceux de la responsibility, ceux de liability, ceux de accountability, alors qu'en France, en français, nous allons avoir un même seul terme pour embrasser ces différentes notions-là. Donc on a bien cette difficulté d'être déterminable avec rigueur sur le terme de responsabilité. Il n'empêche qu'au contraire, embrasser ces responsabilités-là, il ne s'agit pas de s'en dégager. Et au-delà de ces compréhensions, peu importe le statut de l'organisation, association, mutuelle, entreprise, il s'agit bien d'embrasser l'ensemble des contextes, car à l'évidence, l'activité économique n'exclut pas la responsabilité, l'activité sociale n'exclut pas l'activité économique. Chacun a donc son rôle à jouer dans la société, la cité, et en aucune manière, l'innovation responsable ne serait contraire ou contrainte à l'objectif premier d'une organisation, que ce soit le profit, la satisfaction de ses membres, le bien social, sociétal. C'est pour donc adresser ces questions que l'on vient rapidement de parcourir, ces réflexions et problématiques, que nous avons cherché à confronter les genres ici. Confronter les genres, on a mutuelles et associations qui relèvent de l'économie sociale, solidaire, Vivendi du secteur privé, la sécurité sociale du secteur public. Ainsi, Emmaüs et la sécurité sociale montrent qu'au-delà de la responsabilité, il y a de l'innovation et comment cela est intégré dans leur culture de responsabilité. Dans le même temps, Vivendi, Massif, montrent qu'au-delà de l'innovation, la responsabilité est elle-même intégrée. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir tout à ma gauche, Pascale Tumérel, directrice du développement durable, groupe Vivendi. Nous avons Christophe Deltombe, juste à ma gauche, qui est le président d'Emmaüs France. Dominique Lebeau, qui est juste à côté, qui est le directeur de la sécurité sociale. Et Emmanuel Soulias, directeur de la responsabilité sociale et environnementale pour le groupe Massif. Nous proposons pour cette table ronde d'aborder 4 thèmes pour animer notre discussion, dans lesquels chacun, évidemment, répondra et amendera en fonction. Tout d'abord, sur le premier thème, la responsabilité pour innover face à des enjeux sociétaux. Monsieur Libaud peut peut-être commencer sur cette question-là en nous abordant cette question, la responsabilité pour innover face à ces enjeux. Comment ça se caractérise aujourd'hui le service public de la sécurité sociale face à ces questions d'innovation responsable? Merci. Alors peut-être d'abord préciser une chose qui peut paraître évidente, mais c'est de quoi parle-t-on quand on parle de sécurité sociale? Je suis effectivement directeur de la sécurité sociale, qui est une direction au sein de l'État et qui pilote l'ensemble du service public de la sécurité sociale, qui est géré ensuite par des caisses de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie, la Caisse nationale vieillesse, la Caisse des allocations familiales,
l'ACOS qui supervise les URSSAF. Et donc, en disant ça, je rappelle que la sécurité sociale, c'est pas seulement l'assurance maladie, c'est aussi l'assurance vieillesse, c'est les prestations familiales, c'est les accidents du travail. C'est un système conçu en 1945, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, et qui est destiné effectivement à protéger l'ensemble de la population française d'un certain nombre de risques sociaux. Système qui aujourd'hui représente plus de 450 milliards d'euros en termes de dépenses, donc un montant très substantiellement supérieur à celui des dépenses de l'État, et autant de recettes, enfin pas tout à fait autant malheureusement, puisqu'il y a un déficit d'environ 20 milliards d'euros. C'est un ensemble donc financier assez gigantesque et qui a affaire avec l'ensemble de la population française en termes de services publics, puisque à travers l'assurance maladie, aujourd'hui l'ensemble de la population française est assurée à l'assurance maladie, puisqu'on a une assurance maladie universelle, et tout le monde ne consomme pas, enfin disons la très grande majorité de la population consomme au moins une fois dans l'année. En assurance maladie, on a plus de 15 millions de retraités, et puis chacun en travaillant acquiert des droits pour sa future retraite, et puis bien sûr toutes les familles bénéficient de prestations familiales, et puis derrière la branche famille, elle sert aussi le RSA, les allocations de logement, beaucoup de choses. Voilà, donc il y a peu de services publics qui sont autant au contact de l'ensemble de la population française, et pas une seule fois, mais très fréquemment. Donc la question responsabilité innovation est une question tout à fait intéressante. Alors, et c'est vrai que la première responsabilité pour les pilotes de ce système, c'est d'assurer sa pérennité, c'est de transmettre. Et je vous apprendrai rien en disant que ce système est confronté à de gros problèmes financiers. Gros problèmes financiers qui sont liés à beaucoup de facteurs, mais un essentiel qui est le vieillissement de la population française, le fait que le ratio de la population, a priori en âge de travailler, en âge de produire de la richesse par rapport à la population qui est plutôt bénéficiaire du système de protection sociale, notamment les personnes âgées, et les personnes âgées qui non seulement perçoivent de la retraite, mais qui sont aussi forts consommateurs en maladie, eh bien ce ratio est amené à se dégrader fortement, en dépit, je pourrais en revenir éventuellement, de la bonne démographie française, qui fait qu'il se dégrade un peu moins à l'horizon 2050 que dans les autres pays européens. Mais il se dégrade fortement, très très fortement. Donc gros problème financier, évidemment accru par la crise économique et financière récente. Et je pense, et c'est ces difficultés financières qui sont, et ce souci de responsabilité de transmettre ce système, qui oblige d'une certaine manière à l'innovation. La question fondamentale, c'est comment assurer une protection sociale digne de ce nom, assurer les objectifs qu'on accorde à cette protection sociale dans ces difficultés financières. Alors d'abord, il faut définir quels sont ces objectifs. C'est un peu moins simple dans un service public que quelquefois dans une entreprise privée. C'est quoi finalement les objectifs de la protection sociale? Je dis ça parce que finalement, c'est pas si évident en termes de finalement, par exemple, c'est quoi les objectifs d'un système de retraite? On nous dit par exemple assurer une certaine parité de niveau de vie entre retraités et actifs. Bon, les objectifs d'un système d'assurance maladie, assurer un égal accès aux soins de qualité pour l'ensemble de la population, enfin des choses comme ça. Bon, enfin, il faut définir un peu les objectifs qu'on entend pour la politique familiale, permettre à tout à chacun d'avoir la vie familiale qu'il souhaite, le nombre d'enfants qu'il désirait, par exemple, ça peut être un objectif souhaitable. Et une fois dit ça, comment innover avec travers les contraintes financières pour atteindre ces objectifs? Voilà un petit peu le mode de réflexion. Et c'est vrai que la contrainte financière va être un vecteur très important d'innovation. Mais alors surtout, et j'en terminerai là pour laisser le temps à intervenir, on s'aperçoit assez rapidement que si on veut atteindre ces objectifs sociaux et néanmoins rétablir les équilibres financiers ou aller vers le rétablissement de ces équilibres financiers, eh bien, il y a une chose qui est incontournable, c'est changer le comportement des acteurs. C'est ne pas être un service public qui simplement répond à une demande immédiate des assurés, que ce soit en maladie ou en retraite, mais on va devoir intervenir dans le mode relationnel entre les assurés sociaux, les entreprises aussi du reste, et la protection sociale pour faire bouger le comportement. Parce que la protection sociale, ça peut être un peu le réceptacle de tout ce qui ne va pas.
finalement, on est exclu du système de production, on a envie d'être malade ou on est malade, on a un arrêt de travail, on veut profiter du système et aller profiter du système de soins et tout ceci, effectivement, qu'on peut conduire à des dépenses indues. Donc, toute la réflexion va être de ce qu'on appelle, nous, la gestion du risque en maladie, mais aussi éventuellement en vieillesse, et qui va passer par comment mieux utiliser le système, et ce qui va passer par une action vis-à-vis des acteurs du système de santé, les usagers, les professionnels. Action qui peut passer par l'éducation à la santé, par la prévention, par l'action sur la prescription, par l'organisation, la coordination des professionnels de soins. Et c'est tout ceci qui va permettre de mieux utiliser notre bien commun qu'est ce service public. Voilà, alors vous avez par exemple des actions comme sur les antibiotiques, effectivement, par exemple comment changer le comportement vis-à-vis des antibiotiques, sur les génériques, comment utiliser les génériques, et on pourra revenir sur des actions innovantes, par exemple comment faire en sorte effectivement que les gens s'habituent au générique plus qu'au princeps en matière de médicaments. Alors il y a des caisses qui ont décidé de dire tiens, on accepte le tiers payant, c'est-à-dire de ne pas demander l'avance dans la pharmacie, que si vous acceptez le générique. Et ce système effectivement tiers payant contre générique a permis de faire un bond en avant très fort effectivement dans la pénétration du générique en France, des économies très substantielles pour l'assurance maladie. Et voilà, il y a d'autres caisses qui travaillent sur l'éducation à la santé. Par exemple, j'ai été au Mans, où sur la place centrale, vous avez une boutique quasiment, effectivement, où vous avez l'assurance maladie qui vous fait travailler sur l'éducation à la santé. On travaille aussi sur les maladies chroniques, parce qu'il y a la prévention, l'éducation à la santé, mais ensuite on est en maladie chronique, et un des fléaux, entre guillemets, pour la santé publique et l'assurance maladie, tous les systèmes d'assurance maladie du monde, c'est les maladies chroniques aujourd'hui. On meurt toujours, je vous rassure, mais souvent, effectivement, c'est après une maladie chronique assez longue. Donc, effectivement, travailler avec les malades chroniques est important. L'assurance maladie a lancé un programme qui s'appelle SOFIA, qui s'inspire de choses qui ont été faites dans les HMO aux États-Unis, et qui est un système d'accompagnement des diabétiques tout au long des maladies chroniques. Voilà, je n'ai pas le temps, mais grosso modo, c'est à travers des innovations de ce type qu'on peut changer le comportement. Je pourrais donner d'autres exemples, mais éventuellement plus tard, sur aussi vis-à-vis de la retraite, puisque évidemment, l'allongement de la vie professionnelle oblige aussi de changer le comportement des acteurs, des entreprises, surtout, et aussi des assurés sociaux, puisque le système des pré-retraites, c'est-à-dire de mettre en amont, enfin, d'exclure du système de production les seniors des 55 ans, a été des caractéristiques et des fléaux du système de production français depuis les années 70 et 80. Donc voilà, donc l'innovation, c'est comment arrive-t-on à faire changer ce genre de comportement et à agir sur la société. Donc voilà, le seul message que je veux faire passer, c'est qu'à la fois c'est absolument essentiel, et c'est essentiel non pas seulement de dire je dois mieux répondre aux attentes, et évidemment aux attentes de nos concitoyens qui changent, parce qu'elles changent naturellement, la demande sociale évolue, comme les familles évoluent, comme la santé évolue, comme l'espérance de vie évolue, et donc il y a bien sûr tout ceci, il y a les nouvelles technologies évidemment, je pourrais y revenir aussi, mais fondamentalement ce qui est le moteur de l'innovation, c'est tout simplement nous devons changer le comportement entre la protection sociale et la société. Merci beaucoup de ces points de détail. Très rapidement pour Emmaüs, peut-être que vous êtes moins concerné par la question du déficit, mais en même temps, vous devez être sacrément concerné par des contraintes budgétaires dans le même temps. Donc on peut supposer que l'innovation peut permettre justement à rester à la fois sous une contrainte budgétaire et en même temps améliorer les différentes actions d'Emmaüs. Mais avant de parler de l'innovation, il faut parler... Voilà le micro. Il faut parler du point de départ. Et le point de départ, c'est quoi? Le point de départ, c'est le constat d'une défaillance de l'État. D'une défaillance de l'État, d'une défaillance des services publics. Et c'est comme ça que naissent beaucoup d'organisations, beaucoup d'associations qui, constatant ces défaillances, se construisent, se constituent, et à partir de ce manque, de cette défaillance, vont bâtir un projet, se donner un objet social, bref, s'inscrire dans un paysage qui, en tout cas, pour le point de départ, est souvent un paysage où ils sont un peu dans une logique de conflit. Pour ne prendre que l'exemple d'Emmaüs, en 1949, l'État avait des causes, avait des excuses, pardon, c'était la défaillance en matière de logement, il y avait une pénurie de logement terrible, et effectivement, le mouvement Emmaüs a démarré essentiellement sur cette pénurie, sur cette grande difficulté
qu'avaient les populations de trouver un logement. Et puis 54, l'hiver 54, vous vous souvenez peut-être, même si certains d'entre vous n'étaient pas nés, que c'est un grand coup de gueule de l'abbé Pierre à partir de la mort d'une femme dans la rue alors qu'elle venait d'être expulsée de son logement. Et on avait là des dispositifs de service public qui étaient profondément défaillants. Alors, ça a un peu irrigué en même temps cette culture Emmaüs d'une prise de responsabilité avec toujours cette dimension de la contestation, cette dimension de la protestation et de la demande d'un peu plus d'État et d'un peu mieux d'État, en même temps que le mouvement Emmaüs se donnait comme objectif, et c'est là sa responsabilité, tout de même d'accueillir et de répondre à l'urgence, puis petit à petit, et c'est là aussi que la question de la durée s'est mise en place, il a bien fallu aussi se donner en quelque sorte des objectifs pour que les personnes que l'on accueille ne soient pas simplement accueillies, qu'en effet elles aient aussi toute une possibilité de retrouver un peu de dignité. Alors, il a fallu en effet réfléchir, et lorsque l'abbé Pierre n'a plus son allocation parlementaire pour faire vivre sa communauté Emmaüs à Neuilly-Plaisance, il a bien fallu trouver un métier. Le métier qu'on a trouvé, c'est le métier de chiffonnier. Au départ, c'était ça, métier de chiffonnier, qui très vite est devenu un métier de récupérateur au sens large du terme. Et en quelque sorte, on est un peu dans le développement durable sans le savoir dès le départ, puisque nous sommes dans la récupération du déchet. Et c'est notre métier. Et on sait a priori faire à peu près dans la récupération ce qu'on peut appeler par ailleurs aussi l'économie circulaire, c'est-à-dire la remise dans le circuit d'objets destinés en fait à la décharge, remise dans le circuit avec sa valorisation le cas échéant, sa réparation et puis peut-être aussi son détournement, c'est-à-dire que l'objet peut avoir une autre finalité que celle qu'il avait à l'origine. Donc on a effectivement, à partir d'un certain nombre de principes éthiques, essayé de mettre en place un dispositif économique permettant la survie de ces lieux. Et ça a été d'imaginer deux choses dans les communautés Emmaüs. La première chose, évidemment la plus importante, c'est comment on accueille. Et le comment on accueille, c'était effectivement, d'abord et avant tout, sur un mode communautaire, c'est-à-dire rompre l'isolement, rompre la solitude, faire que les personnes ne se retrouvent pas seules et qu'elles se sentent un peu épaulées dans la démarche qu'elles veulent entreprendre. La deuxième idée, c'est que quand on est un peu au fond du trou et qu'on n'a plus du tout confiance en soi, c'est pas tout seul qu'on va s'en sortir, c'est avec d'autres. Et c'est là, en effet, aussi que la démarche communautaire prend tout son sens, puisque c'est ensemble qu'on peut arriver à s'en sortir. Puis la troisième idée, c'était de donner à cela un modèle économique. Eh bien, ça a été effectivement l'idée que par la récupération et la revente d'objets, on pouvait faire vivre ces communautés. Et c'est ainsi que les 116 communautés françaises aujourd'hui fonctionnent grâce à la récupération et à la vente, avec un principe fondamental, aucune subvention de fonctionnement. C'est un refus absolu, c'est un principe, et ce principe est, je dirais, un principe de dignité en même temps. Non pas que je sois contre l'assistanat, car l'assistanat est nécessaire dans un certain nombre de situations pour des populations en grande difficulté, et nous la pratiquons au demeurant, notamment à Paris. Nous sommes le principal hébergeur d'urgence de Paris. Ça représente 640 000 nuitées par an, c'est quand même pas rien. Et donc là, effectivement, nous sommes un peu dans une logique d'assistanat, mais très vite dans une logique d'accompagnement pour aller vers autre chose. Dans les communautés, nous ne sommes pas dans cette logique d'assistanat, nous sommes dans cette logique d'accompagnement et de travail ensemble. Travailler ensemble à partir de la récupération pour vendre, a priori, bon, on a à peu près réussi à fonctionner et à vivre, et à faire vivre nos communautés de cette manière. Mais quand même, il a fallu réfléchir, parce que on ne vend pas comme ça et n'importe comment. Il a fallu réfléchir à ce principe simple qu'un objet n'est bien vendu que parce qu'il a été valorisé un tout petit peu, mis en scène. Bon, il y a tout un travail de réflexion sur cela. Mais en même temps, on s'est rendu compte aussi que nous avions une certaine limite dans certains cas sur le plan du modèle économique. Et donc, il a fallu réfléchir à d'autres dispositifs en termes de récupération, notamment de récupérer ce qui n'était pas valorisé et qu'on a peut-être, on avait tort de ne pas récupérer et de ne pas valoriser. Ça a été d'abord le textile qu'on a récupéré, ça depuis longtemps et depuis toujours, le textile était récupéré, on y a travaillé et aujourd'hui Emmaüs est le principal collecteur de textile usagé en France, 60% du textile usagé est récupéré par les structures Emmaüs, le Relais, etc.,
qui sont des structures Emmaüs, le gisement, il est de l'ordre de 700 000 tonnes et pour l'instant ne sont collectées que 120 000 tonnes. On voit qu'il y a beaucoup de marge et on peut créer beaucoup d'emplois si on avance un peu dans ce domaine. On a évidemment poussé un peu la question, parce qu'en même temps, récupérer du textile, c'est la limite de la rentabilité. Et donc, avec les pouvoirs publics, nous avons négocié ce qu'on a appelé la contribution environnementale textile, qui est une écotaxe tout simplement, qui est prélevée sur les textiles qui sont mis en vente lorsqu'ils sont neufs, et prélevée sur l'acheteur. Cette écotaxe est collectée et elle est reversée ensuite aux entreprises qui s'occupent de la destruction, de la fin de vie de ces objets, ou de la revalorisation de ces objets, bien évidemment, puisqu'ils repartent dans le circuit le cas échéant. Et par cette écotaxe, on a solvabilisé la filière, moyennant quoi aujourd'hui nous avons des concurrents, alors que, bon, mais tant pis, c'est le prix à payer, mais tant mieux si nous avons des concurrents, parce qu'on crée de l'emploi, même s'ils nous marchent sur les pieds. On a également collaboré aussi à l'écotaxe environnementale D3E, déchets électriques et électroniques. Et là, encore, solvabilise la filière, ça permet la création d'entreprises. Et nous sommes également bénéficiaires de cette écotaxe, puisqu'on collecte à peu près 20% des déchets électriques et électroniques en France, ce qui est quand même pas rien, évidemment. Et nous travaillons aussi à la solvabilisation d'autres filières. Il y en a une qui, un de ces jours, va voir le jour. C'est la filière meubles, pour laquelle nous essayons de définir avec les pouvoirs publics une écotaxe, de manière, là encore, à solvabiliser cette filière et à faire que nous soyons, nous, rémunérés pour le travail qu'on fait, mais en même temps, ça profite à des entreprises privées qui peuvent s'installer dans ce domaine de la filière des meubles. Donc, je pense que par ce biais de l'écotaxe, qui est une idée simple finalement, enfin, rien d'exceptionnel, au demeurant développé également au niveau européen, on rentre et on approfondit la réflexion du développement durable, c'est-à-dire de la solvabilisation des filières de récupération des déchets. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine et on peut aller beaucoup plus loin. Mais au moins sur ce plan de l'innovation, il me semble qu'on a pas mal progressé. Et on progresse aussi dans la R&D, puisque, pour revenir au textile, dans le textile, il y a du très bon, ça s'appelle l'écrémé, et ça se met dans les friperies. Ensuite, il y a un peu du moins bon, et on peut quand même le récupérer, et on fait du chiffon industriel. Ensuite, il y a du vraiment moins bon, et on fait de la fibre. Et puis encore vraiment du mauvais, et là, on en fait des matériaux pour le bâtiment. Ça s'appelle le métis, et c'est un isolant thermique et phonique qui est pas mal. Ensuite, on a découvert il n'y a pas très longtemps qu'on pouvait faire également du flocage avec la fibre textile, et on peut ainsi refaire un certain nombre d'objets à partir de ce flocage. On prend une chaise en formica et on la floque, et on a une chaise qui donne l'impression d'être en velours, c'est magnifique. Voilà, des tas de recherches que l'on peut faire, mais on manque un peu de moyens. On pourrait aller beaucoup plus loin si on avait plus de moyens en R&D, et là, on pourrait effectivement valoriser encore beaucoup d'autres filières. Il y a des réflexions immenses dans ce domaine, et je crois que véritablement, en termes d'innovation, le déchet, c'est sans fin. On peut faire des choses absolument formidables. Donc, ça nous intéresse évidemment de travailler sur ces questions. Néanmoins, voilà, on a développé ces idées, et ce sont des idées pour vivre sur le plan économique, créer de l'emploi, bien sûr. Emmaüs, si vous voulez, c'est 270 structures. Il y a 116 communautés d'un côté avec 4000 compagnons qui sont accueillis, qui ont un certain statut, sont des personnes très très loin de l'emploi, quasiment pour beaucoup d'entre elles difficile à retrouver un emploi dans une entreprise. Et puis 80 structures d'insertion, 2000 salariés en insertion. Là, sont des salariés qu'on aide à retrouver un emploi par l'intermédiaire du contrat d'insertion. Mais là encore, il y a des innovations à faire. Là, ce sont des innovations juridiques qu'il faudrait faire et pas uniquement techniques. Sur les innovations juridiques, nous utilisons évidemment les contrats d'insertion puisqu'ils existent, sauf qu'aujourd'hui, on est en désaccord et même un peu en colère à l'égard du gouvernement puisque des 520 000 contrats d'insertion qui existaient en 2010, on est passé à 440 000, 80 000 contrats d'insertion d'un seul coup en moins. C'est grave et c'est complètement idiot, de mon point de vue, parce que c'est véritablement de l'investissement humain qui disparaît. Donc, de ce point de vue, c'est une erreur. Deuxième chose que l'on entend et qu'on ne devrait pas entendre, c'est le discours culpabilisant sur les personnes qui sont au fond du trou et qui touchent le RSA socle, en disant que ces personnes
doivent travailler de manière impérative. On a imaginé qu'on pourrait même les payer pour le travail qu'elles pourraient faire, ce qui est une idée intelligente. Néanmoins, quand on sait que ce travail d'intérêt général qu'on vient d'imaginer renvoie à un autre travail d'intérêt général, qui est celui qui a été créé pour l'alternative à la prison, à peine de prison, courte peine de prison. Ça existe, ça. C'est une bonne idée pour l'alternative à la prison. Sauf qu'il n'y a pas assez de tiges. Il n'y en a pas assez parce que tout simplement, on n'a pas suffisamment sollicité les collectivités, les entreprises. Par exemple, la SNCF, combien de tiges? 120. Formidable. La Croix-Rouge, combien de tiges? 300. À Emmaüs, on en a à peu près 400. Je pense qu'il me semble que des entreprises comme la SNCF et d'autres pourraient peut-être offrir un peu plus de tiges. Mais si je prends cet exemple des tiges, c'est-à-dire d'une insuffisance totale qui fait que beaucoup de condamnés à des tiges ne peuvent pas faire de tiges, à plus forte raison, si on imagine un travail obligatoire pour des salariés au RSA, pour des bénéficiaires du RSA qui ne sont pas salariés, je fais un lapsus, je ne sais pas comment on va faire, où on va aller les chercher, sauf à détruire de l'emploi pérenne et en faire des petits boulots, ce qui est ce serait absolument dramatique. Essayons plutôt d'imaginer autre chose, qui est que aujourd'hui le contrat d'insertion, qui est un contrat mi-temps limité à 2 ans, qui ne convient pas à des tas de gens qui sont à la rue, pour lesquels il faut un travail de 1 heure, 2 heures par semaine maximum. Essayons d'imaginer un contrat d'insertion évolutif qui démarre à 1 heure par semaine, qui peut aller ensuite à 2 heures par semaine, puis 3 heures par semaine, de manière à réapprendre à travailler, réapprendre à se donner un peu de discipline personnelle, et enfin retrouver véritablement le chemin de l'emploi. Voilà l'innovation qu'on pourrait faire, et je suggère que M. Laurent Wauquiez se penche sur cette question. Il gagnerait certainement en crédibilité dans ce domaine. Mais franchement, c'est de l'innovation. Là, je renvoie ça à l'État. Nous, on est un peu en colère quand on entend ce qu'on entend, et quand on ne fait pas les innovations qu'on peut faire, qui sont simples. Nous, on le fait. On a mis en place ces contrats évolutifs, sauf que comme l'État ne nous les finance pas, c'est nous qui les finançons. Donc il y a là des limites. Donc innovation, on en fait. Technique, il faut en faire. Juridique, il faut en faire. Il y a vraiment du pain sur la planche. Merci. Merci de ce discours engagé que l'on comprend bien. Lorsque le déficit public, ou alors dans une part sécurité sociale, quand d'autre part on a bien une façon de faire autrement parce qu'on ne nous aide pas, une autre façon de faire autrement, est-ce que c'est les sociétaires, est-ce que c'est à travers les mutualistes, etc. C'est une autre façon d'innover. Comment ça se traduit à la Massif ? Bien, alors je vais aussi d'abord présenter la Massif rapidement pour voir d'où on part. Donc il y a 2 manières de décrire une société comme la Massif. C'est d'abord par ses métiers et puis ensuite par son fonctionnement et les choix de gouvernance qu'elle fait. Alors le métier, la Massif, c'est une structure qui est née il y a 51 ans à Niort. Vous savez que Niort, c'est le berceau de pas mal de mutuelles d'assurance, et qui s'est créée à l'origine pour proposer des contrats d'assurance mutualisés entre des commerçants et industriels de la région niortaise et Poitou-Charentes. Et puis petit à petit, on y reviendra, notamment par une politique partenariale et territoriale assez avancée. La Massif a cru, s'est diversifiée. Aujourd'hui, la Massif, c'est un acteur financier qui est actif sur 4 secteurs d'activité principaux. L'auto, la mobilité, l'habitat, la santé et la finance au travers de produits type épargne, assurance vie et puis banque depuis cette année. La Massif réalise un chiffre d'affaires en 2010 de 6 milliards d'euros et compte 5 millions de sociétaires environ. Elle est leader sur le marché de l'auto, puisque c'est le premier assureur auto et 2 roues en France, premier assureur de la plaisance, un des premiers assureurs sur le champ de l'habitat, et puis une position relativement intermédiaire, on va dire, sur le champ de la santé et des services financiers, qui sont des services plus récents chez nous. Voilà pour la présentation un petit peu économique et en termes d'activité de la Massif. Maintenant, une deuxième façon de décrire la Massif, c'est dire que c'est une mutuelle d'assurance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une mutuelle d'assurance ? Ça veut dire 2 choses fondamentalement, on peut en dire plusieurs, mais la première, c'est que les bénéfices qui sont réalisés par une structure comme la Massif, quand elle réalise des bénéfices, ne servent pas à rémunérer des actionnaires. Voilà, c'est une structure qui n'a pas d'actionnariat à rémunérer, qui n'est pas cotée en bourse
Et donc la totalité des bénéfices est réinvestie au sein de la structure pour évidemment gérer les frais généraux, faire de l'innovation, du développement, de la recherche, réinvestie en direction de ses sociétaires, puisque on essaye autant que faire se peut d'avoir des produits les plus accessibles possibles, et puis réinvestie au titre de l'intérêt général, puisque sur l'ensemble des territoires sur lesquels nous sommes actifs, nous soutenons des projets divers et variés d'intérêt général. Donc ce premier élément, il est important, il est bon de le rappeler, parce que ça veut dire qu'une entreprise qui peut être leader sur son marché, faire un chiffre d'affaires honorable et avoir 5 millions de clients, n'est pas tenue d'être cotée en bourse et de rémunérer des actionnaires. La deuxième chose, c'est le mode de gouvernance de la Massif. J'ai dit que on a parlé de sociétaires, hein, vous avez parlé de sociétaires, donc nos clients ne sont pas uniquement des clients, ce sont des sociétaires. On a coutume de dire qu'à la Massif, les sociétaires sont individuellement assurés et collectivement assureurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les sociétaires élisent des représentants dans chacune des régions sur lesquelles nous sommes présents. Donc nous sommes une structure qui est régionalisée, nous couvrons 11 territoires en France. Chacun de ces 11 territoires a un espèce de conseil d'administration qu'on appelle le comité régional et qui est constitué de représentants des sociétaires, donc élus tous les 3 ans. Et puis ces comités régionaux élisent eux-mêmes ce qu'on appelle des délégués nationaux, il y en a 144, qui eux-mêmes élisent les membres du conseil d'administration, donc les 26 administrateurs de la Massif, du groupe Massif. Et ce conseil d'administration élit son président et nomme le directeur général. Donc on voit bien la pyramide démocratique de représentativité qui fait que les 5 millions de sociétaires, au travers de dispositifs de gouvernance qui sont un peu compliqués, qu'on est en train de revoir parce que c'est pas simple à gérer, participent directement à la stratégie de l'entreprise, puisque le conseil d'administration, c'est lui qui fixe la stratégie de l'entreprise. Et donc qu'est-ce qu'il dit ce conseil d'administration, c'est-à-dire les représentants des sociétaires de la Massif? Il dit, puisqu'on a fait un projet d'entreprise en 2009 qui nous projette jusqu'à 2015. En résumé, ce projet d'entreprise du groupe Massif, il dit que le groupe Massif a pour vocation de créer de la valeur sociale et que pour créer cette valeur sociale, il s'appuie sur une efficacité économique. Donc on voit bien la teneur du message. On a des clients, des sociétaires qui ont des besoins socialement ressentis, on a des valeurs. Un autre texte fondamental qui a été établi, voté par nos sociétaires, qui s'appelle le projet mutualiste du groupe Massif, il dit que la Massif s'engage pour une économie solidaire, humaine et responsable. Donc on voit bien que dans les mots, qui peuvent ne rester que des mots, bien évidemment, mais dans les mots, il y a un projet de société, il y a un projet entrepreneurial qui met bien l'humain, la solidarité et la responsabilité au centre des activités. Alors ceci étant dit, parce que ça reste un peu institutionnel, un peu théorique, et finalement on pourra en rester là, ça serait très bien, comment concrètement ça se décline dans nos métiers ? Je vais vous citer un exemple parmi les 4 secteurs d'activité que j'ai cités, c'est celui de la mobilité. J'ai dit qu'on était le premier assureur auto en France en nombre de véhicules assurés, avec à peu près 6 millions de véhicules assurés. Les enjeux, j'allais dire, extra-économiques, extra-financiers autour de la mobilité, je ne vais pas revenir dessus, monsieur Lapujoulade en a peut-être parlé ce matin, mais entre le changement climatique, l'engorgement des zones urbaines, les impacts sur la santé, l'accessibilité à la mobilité pour certaines populations, qu'elles soient vieillissantes ou en situation de handicap, on voit que les enjeux sont nombreux. Comment un assureur peut traduire ça dans son métier, sachant que son métier de base, c'est d'évaluer un risque. Pour évaluer un risque, c'est mieux d'avoir des statistiques. Quand il n'y en a pas, c'est plus compliqué. Et puis, une fois qu'on a évalué un risque, on établit une garantie qui fait en sorte que financièrement, ça tienne la route. Et puis ensuite, on gère des sinistres. Alors, comment on a pu intégrer ces enjeux de la mobilité dans notre métier? La première chose qu'on a faite, c'est essayer effectivement de le traduire dans le domaine de l'assurance. On a été le premier assureur en France, c'était en 2006, à établir un produit d'assurance qui intègre directement, et là on est bien dans la définition de la responsabilité sociale de l'entreprise, intégrer les dimensions sociales, environnementales, sociétales dans l'activité commerciale et dans la stratégie de l'entreprise. On a intégré une tarification avantageuse pour les véhicules plus propres et les véhicules plus sûrs. Plus sûrs, on voit l'enjeu, il y a un enjeu de sécurité autant pour les sociétaires qu'économique pour nous. Moins on a de sinistres à gérer, mieux c'est. Et puis environnemental, on voit également l'enjeu. Donc c'était un produit qui proposait, puisqu'il a évolué depuis, une réduction de 35% sur la garantie responsabilité civile des véhicules qui avaient le maximum d'équipements de sécurité et qui émettaient moins de 120 grammes de CO2 au kilomètre.
En 2006, prendre ce seuil de 120 grammes de CO2 au kilomètre, c'était relativement audacieux. On s'était fixé sur un objectif qu'avait fixé l'Union européenne, un objectif 2012, qui était un impératif que l'Union européenne souhaitait fixer aux constructeurs automobiles. On sait que depuis, ça n'a pas été ça. En 2006, il y avait très peu de véhicules qui roulaient avec moins de 120 grammes de CO2. Aujourd'hui, en 2010, j'ai dit qu'on assurait à peu près 6 millions de véhicules. Sur ces 6 millions de véhicules, il y en a 1 700 000 qui rentrent dans la catégorie plus propre, plus sûr et ou propre et sûr. Donc ça veut bien dire qu'un produit qui à l'origine était plutôt un produit de niche, qui s'adressait vraiment à peu de gens, qui a été très difficile à mettre en place chez nous, hein, parce que ça a heurté des conservatismes, ça a heurté tout un tas de doutes, bien évidemment. C'est un produit pour bobo, ça n'intéressera jamais personne. Enfin, vous connaissez un peu la rhétorique qui va autour de tout ça. Eh bien, voilà, la preuve a été faite que c'est un produit qui accompagne, en tout cas qui est bienvenu pour accompagner des mutations sociétales, les évolutions que les constructeurs ont mis en place au travers de leurs véhicules. Petite parenthèse, ce n'est pas un produit qui nous ramène plus d'argent. C'est même un produit qui nous ramène moins d'argent, puisque c'est un produit dont la prime d'assurance est moins élevée qu'un produit standard. Et puis ceci étant posé, donc ça c'était une réponse assurantielle à une évolution technologique de la mobilité, on s'est intéressé aux nouveaux modes de mobilité. Parce que les comportements évoluent, parce que des contraintes se mettent en place, que ce soit les plans de déplacement urbains, les agendas 21, la volonté des villes de désengorger, de rendre les espaces plus circulables, de faire place à des nouveaux modes de mobilité. Donc on s'est interrogé, est-ce que c'est notre métier, nous, assureurs auto, d'aller sur ce champ-là où on se limite à l'auto? On a fait le constat de se dire que s'il y a moins de véhicules, c'est moins de business. Donc essayons d'imaginer comment on peut concilier une dynamique de responsabilité, une dynamique d'innovation et peut-être à terme une dynamique de business. Et c'est la raison pour laquelle on s'est engagé effectivement, là aussi on était le premier assureur et c'était un peu nouveau dans le panorama de la mobilité, sur des services de covoiturage. Donc on propose à nos sociétaires gratuitement et même au grand public des services de covoiturage. Alors ça ne nous apporte rien, si ce n'est qu'on constate que dans nos points d'accueil, dans nos agences, des sociétaires viennent nous voir, ils ont 3 véhicules, ils ont 2 véhicules, eh bien ils en abandonnent un parce que financièrement c'est trop cher, parce qu'ils ne peuvent plus. En revanche, ils nous demandent si on peut les aider à trouver des solutions à leurs besoins de mobilité. Donc covoiturage, autopartage. On est partenaire autant financier que dans la gouvernance que assurantielle du premier réseau d'autopartage en France qui s'appelle France Autopartage, qui est un réseau qui nous convient bien d'ailleurs parce que c'est un réseau qui fédère des structures d'économie sociale, des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif. C'est un dispositif juridique qui est très intéressant, c'est-à-dire que dans une commune, vous allez avoir un opérateur de transport, d'autopartage, qui, au sein de son conseil d'administration, rassemble les usagers, les opérateurs de transport, les collectivités et puis les partenaires divers et variés. Donc c'est un mécanisme de gouvernance assez intéressant. Donc autopartage, covoiturage, mobilité et multimodalité au sens large. Donc on a travaillé avec le CERTU et puis avec l'ADEME pour faire un annuaire de la mobilité durable où on propose à nos sociétaires, à chaque fois qu'ils ont un besoin de mobilité, eh bien, d'aller chercher dans leur région quelle est la structure qui peut les aider, alors soit à louer un vélo assistance électrique, soit faire un trajet d'un point à un autre en faisant du multimodal, soit faire du transport à la demande pour des populations un peu empêchées. Voilà. Et puis, de manière générale, sur ce sujet, on est en devenir, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un sujet qui est en pleine mutation, on voit bien la dimension responsabilité, parce que tout ce qu'on fait là, même si on a l'impératif d'efficacité économique en ligne de mire, on le fait avant tout pour répondre à des besoins sociaux. Alors, les besoins sociaux de nos sociétaires qui ont besoin de se déplacer autrement, de manière plus propre, plus respectueuse de l'environnement, plus sûre et peut-être qui crée du lien social. On voit bien la dimension donc responsabilité, innovation, parce qu'on se cherche un peu, hein, on teste. Et l'efficacité économique, écoutez, on verra le moment venu. Hein. J'ai cité voiture propre et sûre, donc un produit assurantiel. Ça marche bien, mais ça pourrait beaucoup mieux marcher hein, si on abandonnait par exemple la réduction. Donc voilà, l'illustration de la manière dont, à la base, notre gouvernance, qui est représentative de nos sociétaires, émet des orientations stratégiques, hein, une économie plus humaine, plus responsable, plus solidaire. Alors après, c'est détaillé, on parle de mobilité, on parle d'habitat, on parle de liens intergénérationnels, on parle de santé, on parle de tout un tas de choses sur lesquelles je reviendrai peut-être, et une illustration au travers de la mobilité sur
comment finalement d'un métier de base qui est assez austère, qui est assez simple, hein, qui est voilà, de faire des contrats d'assurance, eh bien, on essaye d'accompagner des mutations. Merci beaucoup. Dans quel contexte Vivendi s'inscrit dans cette lignée qui part du tout citoyen au sociétaire en passant par les personnes en difficulté? Pas facile. Merci de m'avoir invité parce qu'en effet, c'est un débat très intéressant. Alors donc Vivendi, c'est un groupe mondial qui comprend 6 métiers. Numéro 1 mondial de la musique avec Universal Music. Numéro 1 mondial des jeux vidéo avec Activision Blizzard. Numéro 1 des opérateurs alternatifs de télécom en France avec le groupe SFR. Numéro 1 au Maroc avec Maroc Télécom qui lui-même a des filiales dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Numéro 1 des opérateurs alternatifs au Brésil. Et numéro 1 de la télévision payante avec Canal+, qui a aussi des activités en Pologne et dans plusieurs États d'Afrique. Donc ce n'est pas pour vous faire un catalogue, c'est pour vous situer l'enjeu de la question. Et par rapport à cette description rapide du groupe, je voulais revenir sur la définition du développement durable, qui est en effet, on l'a déjà vu, la conciliation de la performance économique avec la cohésion sociale et sociétale et la protection de l'environnement. Donc c'est cette conciliation qui constitue le développement durable. Et reprendre la définition qui avait été donnée dans un rapport des Nations Unies de 1987, qui est une définition large, mais qui permet à chacun d'adapter sa responsabilité. C'est le rapport Brundtland qui décrit qu'un développement est durable s'il permet aux générations actuelles de satisfaire leurs besoins sans compromettre les générations futures de satisfaire les leurs. Et personnellement, j'aime beaucoup ce mot de développement durable qui parfois paraît un peu vaste, mais qui explique que chacun a une responsabilité, que ce soit au niveau individuel en tant que consommateur, au niveau des parents, au niveau des collectivités locales, des ONG, des entreprises, des villes, de l'État. Alors, compte tenu de ce que nous sommes et de cette définition du développement durable, on a essayé d'expliquer que la contribution de Vivendi au développement durable, c'était justement de permettre aux générations actuelles et futures de satisfaire leurs besoins de communiquer, de nourrir leur curiosité, de développer leurs talents et d'encourager le dialogue interculturel entre les différents pays. On voit bien que par rapport à ce qui a été un petit peu dit auparavant, qui se concentrait surtout sur la dimension environnementale, Vivendi a une empreinte humaine, intellectuelle et culturelle. J'allais dire que le danger de pollution n'est pas dans les sols, mais plutôt dans les esprits. Et du coup, avec des métiers qui sont des acteurs de cette révolution numérique, Vivendi se doit d'intégrer à sa stratégie des enjeux innovants dans sa compréhension de sa responsabilité à l'égard de la société. Et en plus des enjeux un petit peu traditionnels, que ce soit ressources humaines ou environnementaux, on a défini dès 2003 3 enjeux spécifiques qui répondent aux caractéristiques communes du groupe, qui, bien que ce soit des métiers différents, ce qui est commun aux 6 filiales, c'est que ce sont des producteurs et des distributeurs de contenu. À partir de là, on voit bien que Vivendi doit veiller notamment à protéger et accompagner la jeunesse dans des pratiques culturelles et médiatiques qui évoluent de jour en jour. Deuxième enjeu, c'est promouvoir la diversité culturelle dans des investissements qui favorisent la création. Parce que, pour faire très court, demain, on a une planète verte sans culture, l'asphyxie est quand même au rendez-vous. Donc c'est un sujet sur lequel on voudrait qu'il y ait plus de débat public. Et le troisième enjeu spécifique, c'est le partage des connaissances, c'est-à-dire comment on s'assure du pluralisme des contenus qu'on délivre, et aussi comment on facilite l'accès de ces contenus et des technologies à toutes les populations. Là, il y a la fracture numérique géographique, on le voit notamment au Maroc et en Afrique, la fracture numérique liée à l'âge, donc là on pourra peut-être reparler tout à l'heure de ce que fait SFR, notamment envers les populations plus âgées, et la fracture liée à la fragilité économique des personnes. Donc là aussi, on peut parler de ce que fait SFR au Maroc Télécom ou GVT au Brésil. Et ce sont donc ces 3 enjeux spécifiques qui constituent le cœur de notre stratégie de politique de développement durable. Et donc on reviendra après, je pense, pour savoir comment, au sein de Vivendi, ces enjeux font l'objet d'une gouvernance particulière. Merci. On voit dans chacune des interventions plusieurs axes. Tout le monde est responsable d'une façon ou d'une autre, mais on voit bien la responsabilité qui est portée. Deuxièmement, on voit bien une question d'innovation qui passe par les process, la finalité ou l'organisation, etc. Une question toutefois qui intègre notre table ronde, c'est la question de l'efficacité. Et au sein d'Emmaüs, par exemple, quels sont, pas cette culture de l'efficacité, mais peut-être que ça l'est, les objectifs que vous pouvez vous donner, vous l'avez dit tout à l'heure au début, à la fois en termes de résultats et également en deuxième axe, qui est à travers les individus. Comment est-ce que vous travaillez ces dimensions-là ?
D'abord, on a une exigence économique, c'est que nous devons équilibrer nos budgets, puisque nous refusons les subventions de fonctionnement, donc il faut qu'on équilibre, sinon on disparaît. Bon, ça c'est une première chose, c'est clair. Et donc, pour être efficace, nous avons forcément intégré des tas de données en matière de management, en matière de comptabilité, en matière de gestion. Enfin, on met en place ce que, dans toute entreprise moyenne, on doit mettre en place pour assurer la pérennité de l'entreprise. Mais enfin, bien évidemment, la finalité n'est pas économique, c'est un moyen, puisque la finalité est humaine, c'est l'accueil de populations extrêmement défavorisées, l'accueil de populations qui sont loin de l'emploi. Et donc, c'est d'abord ça notre critère, notre premier critère. Et en même temps, il faut affiner un peu les choses. Je vais vous prendre un petit exemple. Dans les structures d'insertion, nous avons évidemment un partenariat avec l'État, puisque l'État, par définition, signe avec nous des conventions par lesquelles nous allons bénéficier de contrats d'insertion. Et actuellement, l'État pose un certain nombre de critères, c'est bien légitime, des critères d'efficacité et de résultats. Au nombre de ces critères, il y en a un qui est absolument dominant, c'est le nombre de retours efficaces à l'emploi. C'est un critère terriblement pernicieux. Pourquoi ? Parce que si vous voulez être efficace et continuer à avoir de bonnes conventions avec l'État, vous recrutez en amont des personnes qui sont à la limite de devoir bénéficier de ce type de contrat, parce que comme ça, on est sûr qu'elles vont retrouver un emploi à la sortie. Notre objectif à nous, c'est d'accueillir dans nos structures des personnes très loin de l'emploi. Par voie de conséquence, inévitablement, au titre de la réinsertion, on aura de très mauvais résultats. En fait, ils ne sont pas si mauvais, je me permets de le dire. Mais néanmoins, forcément moins bons. Puisque, par définition, notre critère à l'embauche n'est pas de trouver des gens qui auront, après un petit parcours, une facilité à retrouver un emploi. On a donc des problèmes d'ajustement en termes d'efficacité. Et précisément, la question d'efficacité pose la question de la finalité. Efficacité, oui, mais de quoi ? Quel type d'efficacité ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Quel est le but ? Et donc, par ce simple exemple du contrat d'insertion, on voit bien combien la définition de la finalité est fondamentale à l'efficacité que vous invoquez en l'espèce. L'efficacité suppose en effet de bien savoir vers quoi on va. Bon, voilà, je peux prendre d'autres exemples, mais celui-ci, à mon avis, est suffisamment significatif et parlant pour montrer combien, dans nos relations avec nos partenaires, que ce soit l'État ou des entreprises, car on a des partenariats avec les entreprises, nous avons à nous définir, à nous mettre d'accord sur des finalités, sur des buts à atteindre, et effectivement, à partir du moment où c'est clair, eh bien, on n'est pas déçu. On sait ce qu'on fait et on sait où on va. Monsieur Guibaud, efficacité pour la sécurité sociale en termes de résultats d'une part, également l'engagement des individus. On peut d'ailleurs le comprendre assez facilement pour Emmaüs, mais quels sont les engagements de l'innovation de la part des individus pour atteindre les résultats de la sécurité sociale ? Alors, l'efficacité, d'abord, ça doit être un impératif pour un service public, et c'est certain que les contraintes financières que j'évoquais font que c'est de plus en plus important. Elle se joue à deux niveaux pour moi et qu'il faut bien distinguer. Par exemple, du côté de l'État, je trouve que ce n'est pas assez distingué. Du côté de la sécurité sociale, on essaye de mieux les distinguer. D'un côté, l'efficacité des politiques publiques elles-mêmes. J'évoquais ce qui exige de savoir quels objectifs on vise. Quels objectifs d'une politique familiale, d'une politique de RSA, d'une politique d'accès aux soins, etc. Et on regarde quels sont les résultats en termes d'atteinte des politiques. Par exemple, pour prendre un exemple que doit côté mon voisin, Martin Hirsch, quand il a fait le RSA, il a dit l'objectif c'est de diminuer le taux de pauvreté, etc. Voilà, je fais une politique, je considère que je fais ça, et j'ai un indicateur final qui me permet de regarder si ma politique a atteint ou non l'objectif qu'elle s'est fixé. Voilà, c'est ce genre de démarche, je crois qu'il faut en tout cas avoir, parce que très souvent on fait des choses sans savoir très, très bien ce qu'on vise. Alors si on n'a pas d'objectif bien déterminé, de toute façon on ne sait pas très bien. On n'a pas de cible. Et donc je crois que dans les politiques publiques, c'est très important d'avoir des cibles et de savoir ce que l'on veut, effectivement, et surtout quand on a des budgets publics aussi considérables,
pourquoi ils sont faits. Et ça permet de faire des choix, ensuite de trier, etc. Et ça, c'est l'objectif des politiques publiques. Ensuite, il y a les objectifs du service public, qui ne sont pas les mêmes. Les objectifs du service public, et c'est là on arrive aussi comment intéresser, mobiliser les acteurs. Alors, ils ont des objectifs propres. Alors, qui peuvent recouper certains objectifs des politiques publiques, mais c'est qu'ils ne se confondent pas complètement. C'est des objectifs de management, des objectifs de productivité, des objectifs de service et des objectifs de ce que j'appelle gestion du risque, donc participation aux politiques de maîtrise de la dépense globalement. Alors, comment arriver à faire que tout ça marche? Notamment, on va retrouver ce type de sujet dans des organisations publiques et privées de réseau. C'est comment, effectivement, faire qu'un réseau soit efficace. Nous, on a beaucoup développé des politiques de ce qu'on a un peu plus tôt que les autres dans le service public, de contrats d'objectifs et de gestion, on appelle ça. On a toute une mécanique qui existe depuis 1995 qui s'appelle des conventions d'objectifs et de gestion, qui sont bien des contrats parce que c'est au départ, effectivement, c'est négocié au niveau national entre l'État et les opérateurs, et puis c'est décliné dans chaque opérateur de base qui décline effectivement avec des objectifs, avec des indicateurs, avec une mesure de résultat, etc. Et c'est assez efficace. Néanmoins, et pour qu'il y ait un peu débat, par rapport au sujet innovation, moi, il y a une chose auquel on doit être très attentif dans ce genre de choses, c'est que cette efficacité, eh bien, qui passe par des indicateurs et qui peuvent avoir des effets pervers, comme m'évoquait mon voisin, quelquefois des indicateurs, il faut faire attention à ce qu'ils disent, etc. Et ça passe par une certaine homogénéité de la performance. Dans le service public, aujourd'hui, ce qu'on met derrière le RGPP, beaucoup de choses passent par l'homogénéité de la performance. C'est important. Ça peut quelquefois être à l'encontre de l'innovation. Je pense que une des choses délicates dans le pilotage du service public aujourd'hui, c'est de bien doser effectivement ceux qui recherchent d'homogénéité, de faire la chasse aux niches de sous-productivité, etc., qui parlent à la comparaison, le benchmark, etc., et néanmoins laisser la place à l'innovation. Parce que l'innovation, au départ, justement, c'est un peu hors les cadres, ça ne se mesure pas, etc. Ça peut demander un certain investissement, etc. Et donc, il faut faire très attention à pouvoir, ce qui veut dire, y compris dans les indicateurs, y compris dans la mesure de la performance de l'organisme de base ou de l'individu, pouvoir pondérer, effectivement, à la fois des indicateurs de je suis bon par rapport à la moyenne, etc., et en même temps, ce qui est innovant, ce qui est... voilà. Et ça, c'est une vraie difficulté du pilotage. Est-ce que chez Vivendi, on peut, et on cherche à mesurer les performances, si on peut appeler ça comme ça, des actions extra-financières? Oui, alors déjà, ça passe par la prise de conscience, parce que, encore une fois, ces enjeux que j'ai décrits, ils n'étaient pas évidents, ni dans la société civile. Quand je suis allée voir UFC Que Choisir en demandant qu'est-ce qu'ils faisaient pour la protection des enfants, ils n'en avaient absolument rien à faire. Ils étaient concentrés sur les tarifs, mais pas sur la cible des enfants. Et très sincèrement, au départ, j'avais même parfois des problèmes avec des collègues qui me disaient « Écoute, t'es une bonne mère de famille peut-être, mais tu vas pas nous amener l'histoire des enfants dans le business. » Parce qu'à l'époque, par exemple, pour la téléphonie mobile, en 2003, le téléphone servait à téléphoner. Ils savaient pas encore, enfin, les industriels le savaient, mais par rapport au grand public, c'était pas encore un outil d'aller sur Internet. Donc, ces risques-là, ils sont réels pour l'entreprise parce qu'il faut qu'on les anticipe parce que c'est beaucoup dans ces sujets de l'autorégulation. L'industrie des jeux vidéo, elle s'est créée en s'autorégulant, qu'il n'y a pas de législation sur les jeux vidéo. Donc, pour continuer à être pérenne sur le pilier économique, il faut anticiper l'impact que l'on a sur la société et sur les jeunes publics en particulier pour prendre toutes les mesures nécessaires. Excusez-moi, vous dites l'anticiper ou aller jusqu'à faire preuve de lobbying pour adresser la question d'un point de vue législatif? C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre le débat législatif. Quand on lance des jeux vidéo, il faut tout de suite qu'on sache quels peuvent être les risques et comment on y remédie. Alors, par rapport à la question de l'extra-financier, il y a deux choses. Parce que donc, cette prise de conscience, il a fallu la faire en interne, donc dans ces 6 métiers avec des priorités différentes entre le Maroc et Los Angeles et le Brésil. Et aussi avec la communauté financière. Et là, je voudrais insister sur justement, encore une fois, dans ce concept de développement durable, on est tous encerclés par la même vision en réalité. Parce que de même que les grands groupes cotés comme Vivendi
ont des engagements au niveau international. Par exemple, le Pacte mondial des Nations Unies qui a été lancé par Kofi Annan en 2000, qui contraint les groupes à rendre compte de leurs responsabilités au niveau international. Les investisseurs, eux, signent de leur côté les principes pour le Responsible Investment et ils sont obligés d'avoir aussi une certaine transparence sur les entreprises dans lesquelles ils investissent. Par conséquent, nous, dès 2005, en réalité, puisque les agences de notation extra-financières qui nous chargent de questionnaires plus importants les uns que les autres, n'avaient pas introduit ces risques extra-financiers par rapport à Vivendi. J'avais 10 pages sur les déchets dangereux, 10 pages sur le changement climatique, mais c'est pas là où Vivendi a un réel risque. Du coup, il a fallu faire prendre conscience aux investisseurs, aux agences de notation, que pour avoir un confort bien supplémentaire dans leur décision d'investir, il fallait qu'ils aient une connaissance des risques extra-financiers. Et là, on a bien réussi avec la communauté financière, parce qu'en 2006, on a fait des roadshows dédiés avec la politique développement durable. On avait eu 6 rendez-vous. L'an dernier, j'en ai eu 59. Donc on voit bien qu'en amont, à la fois vers la communauté financière, la société civile et les agences de notation, on a justement cette vigilance-là. Et de fait, bon, pour le moment, on est assez content, puisque Vigeo, qui est l'agence de notation en Europe, nous a classés premiers dans le secteur des médias, mais aussi, on a plein d'indices, le FTSE4Good, le Dow Jones, le SAM, donc c'est un environnement international très important. Et justement, pour mesurer aussi comment nous, en interne, on avance, je voudrais parler aussi de la direction de l'audit, puisque comme un groupe comme Vivendi, on a besoin du soutien des collègues de l'audit qui, eux, vérifient sur place, au sein de leur mission, comment ces enjeux sont menés. Et pour vous montrer comment on construit cette politique et qu'on n'a pas les résultats tout de suite, mais sur le long terme, c'est quand même satisfaisant, c'est que maintenant, on a une cartographie des risques développement durable au sein du groupe et que la protection de la jeunesse, par exemple, est inscrite dans tous les métiers, et y compris au comité des risques. Donc, ça fait vraiment l'objet d'un suivi très précis par les dirigeants, par les dirigeants des métiers et de Vivendi. Et par conséquent, par rapport à la mesure, c'est plus difficile de mesurer comment on atteint les enfants que le CO2. Je ne dis pas que le CO2 est facile, mais disons qu'il y a un environnement plus structuré. On a mis, là c'est aussi un très grand progrès, c'est que plusieurs groupes du CAC 40 ont déjà fait des démarches d'intégrer les enjeux de développement durable dans la rémunération variable des dirigeants. Mais jusqu'à présent, c'était souvent des indicateurs liés au CO2 ou à la santé et sécurité des employés. Pour Vivendi, ça aurait été un peu facile de prendre le CO2 ou la santé et sécurité des travailleurs, puisqu'on est dans les métiers de service, donc on n'a pas de réel sujet de santé, on a des accidents du travail, mais ça n'a pas la même cohérence que d'autres groupes industriels. Et du coup, le grand combat et la grande satisfaction, c'est que ces 3 enjeux spécifiques ont fait l'objet d'indicateurs, donc la jeunesse, la culture et la fracture numérique. Et de fait, chacun des métiers a intégré ces indicateurs comme faisant partie de leur business. Par exemple, les collègues brésiliens qui ont connu une croissance incroyable sur leur marché dans le déploiement d'Internet, ils ne peuvent pas avancer dans cette conquête de marché s'ils n'ont pas parallèlement des programmes avec les ministères de l'Éducation et de la Culture au Brésil, les associations de parents d'élèves et les éditeurs pour expliquer qu'Internet, il y a un mode d'emploi, il y a un code de la route, et ils ont des campagnes extraordinaires de sensibilisation. Donc ça, c'est un critère de mesure, mais pour Canal et la musique, c'est la culture. Pour SFR et Maroc Télécom, c'est aussi la jeunesse et la fracture numérique. Donc ça, ce sont des indicateurs. Et pour nous appuyer dans cette espèce d'exigence de mesure, on travaille avec une agence de notation extra-financière qui nous permet d'évaluer nos progrès. Et ça veut bien dire que c'est une contribution business et que l'innovation des métiers, elle se fait aussi par cette responsabilité. Que disent vos sociétaires à la Massif sur cette mesure de l'efficacité? Parce qu'on a bien compris qu'ils ont un retour eux-mêmes de ce qui est mis et ce qui est engagé. Dans quelle mesure ils vous demandent une certaine efficacité des innovations mises en œuvre? Alors, ils ont un retour qui s'appuie sur certains indicateurs relativement classiques, mais il faut dire que sur ce sujet-là, on est comme tous les acteurs économiques en réflexion. C'est-à-dire, à partir du moment où on dit que l'objet de l'entreprise, c'est de créer de la valeur sociale, de contribuer au mieux-être, de répondre à des besoins socialement ressentis, on n'a pas les indicateurs qui vont en face. Et d'ailleurs, les indicateurs ne sont pas forcément toujours la bonne réponse pertinente. Donc, on rend compte en expliquant, en décrivant, en essayant aussi de comprendre les difficultés qu'on rencontre, sachant que, encore une fois, ce qu'on dit, c'est qu'on crée de la valeur sociale et que pour ça, il faut s'appuyer sur une efficacité économique. Donc, je reviens sur ce que vous disiez, Monsieur Deltombe. Il y a peut-être un enjeu un peu de définition et de finalité de ce qu'on appelle l'efficacité.
L'efficacité économique, on la conçoit bien, parce que sans elle, rien n'est possible. En revanche, nous, on ne parle pas d'efficacité sociale, on parle plutôt de valeur sociale ou de répondre à des besoins sociaux. Je vais vous donner des exemples pour vous dire que c'est pas simple d'évaluer la valeur sociale créée. J'ai parlé de mobilité tout à l'heure et d'autopartage. Nous, on a défini un contrat d'assurance pour les flottes d'autopartage qui est plutôt sympathique, qui plaît bien aux autopartageurs, mais on commence à constater, là, au bout de 2-3 ans, qu'il y a une sinistralité forte. Alors elle n'est pas forte, mais on a peu de véhicules, et comme on mutualise, eh bien, il suffit de 2-3 accidents un peu velus, et puis voilà, économiquement, ça ne tient pas la route. Également aussi parce que c'est des nouveaux modes de mobilité et que probablement l'utilisation des véhicules en autopartage, on ne le fait pas de la même manière que si c'était son véhicule à soi. Donc parfois on fait plus attention, parfois on fait moins attention. Donc là, clairement, c'est un sujet sur lequel on a le sentiment, nous, d'être innovant, d'apporter un élément de réponse sociale, mais économiquement, c'est pas satisfaisant. Donc ça pose une vraie question. On est en train d'y réfléchir. Est-ce qu'on mutualise avec d'autres risques? Est-ce qu'on adapte nos produits d'assurance? Donc on voit bien que la situation n'est pas simple. Deuxième illustration sur le champ de l'habitat, cette fois-ci. On a souvent reproché aux assureurs, et avec raison d'ailleurs, d'être un peu conservateurs et d'être des freins à l'innovation, parce que justement, pour assurer quelque chose, ils ont besoin d'un historique et de statistiques. Dans le champ de l'habitat, on voit apparaître des équipements d'énergie renouvelable, on voit apparaître des nouvelles techniques de construction, d'isolation. Vous parliez du flocage avec le textile, mais bon, voilà, on peut isoler des combles avec des plumes de canard, mettre du chanvre. Enfin, il y a tout un tas, des maisons en paille, il y a tout un tas de dispositifs qui apparaissent. Pour l'assureur, ça, c'est un peu préoccupant. Parce que c'est des risques nouveaux, c'est des technologies sur lesquelles parfois il y a eu des certifications, parfois non. Donc, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ça? Nous, on a fait le choix de prendre les risques pour les regarder, pour les observer et de ne pas surtarifer les garanties. On s'aperçoit que notamment sur le champ du photovoltaïque, on a une sinistralité qui est préoccupante parce qu'on a des défauts d'installation, des défauts d'étanchéité, des défauts de raccordement à EDF, donc avec des risques importants. En cas d'incendie, par exemple, dans certaines régions de France, les pompiers n'interviennent pas sur des maisons qui brûlent avec un panneau photovoltaïque sur le toit parce qu'ils ont peur voilà, du risque de décharge électrique. Donc ça, on le constate en faisant. Donc efficacité économique plutôt moindre, efficacité sociale je ne sais pas, mais en tout cas contribution sociale, parce qu'on voit bien que tout ce type de dispositifs vont dans le bon sens. Voilà, c'est plutôt un élément de réponse. Troisième illustration, celui des catastrophes naturelles. Nous, on est très sensibles aux catastrophes naturelles. Une tempête comme Xynthia ou différents éléments, tout de suite, voilà, ça vient plomber nos résultats économiques et techniques. Comment on peut essayer de concilier ça? Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de prévention en amont, il y a des réflexions et des travaux à faire avec les pouvoirs publics sur les zones inondables, sur la prévention de différents risques. Nous, on est en train de réfléchir, et ça rejoint la question que vous me posiez sur les sociétaires, à impliquer nos sociétaires en cas de catastrophe naturelle. C'est-à-dire qu'on essaye d'imaginer, alors c'est pas simple, mais qu'en cas, par exemple, d'inondation ou de tempête, une fois qu'on le sait, d'activer notre réseau de sociétaires pour qu'ils puissent faire jouer la solidarité entre eux. C'est-à-dire que dans des événements comme ceux-ci, on sait bien que les pouvoirs publics et les forces de l'ordre sont souvent débordés. C'est un peu anarchique, ils n'arrivent pas toujours au bon moment. Enfin, c'est pas de leur faute, hein, bien évidemment, parce que c'est compliqué. Et donc, essayer de faire en sorte que les sociétaires entre eux puissent mutualiser, s'entraider, aller se voir les uns les autres, avoir une cartographie un peu du territoire local, savoir qu'ici, il y a une famille, ici, il y a un couple de retraités, là, il y a des difficultés d'accès, ils puissent travailler entre eux. Là, ça, un sujet comme celui-ci, on est typiquement dans les souhaits de solidarité, d'entraide et puis de lien social. Économiquement, je crois qu'il n'y a pas de modèle économique derrière ça, si ce n'est que peut-être qu'un dispositif comme celui-ci permet de prévenir un sinistre un peu grave, un sinistre notamment corporel, permet peut-être d'avoir une meilleure évacuation. Voilà. Donc, j'allais dire, le débat entre l'efficacité économique et l'efficacité sociale, j'allais dire, il est injuste de nature, quoi, parce que l'efficacité économique, c'est assez évident à mesurer. Efficacité sociale, c'est beaucoup plus subtil. Je crois que ça se fait en faisant, que toutes les entreprises maintenant travaillent sur social return on investment, retour social, voilà, essayent de mesurer. Alors on a des indicateurs. C'est vrai que sur le champ environnemental, un bilan carbone, c'est un bilan carbone, ça dit rien. Voilà, nous, on a un bilan carbone qui est de 54 000 tonnes de CO2 par an.
S'il était à 53 000 tonnes ou à 78 000 tonnes, je pense que ça ne dirait rien. Alors en tendance, on peut évaluer. Et donc il faut trouver d'autres indicateurs de mesure. On ne les a pas toujours. Voilà, mais bon, des échanges comme ceux-ci permettent aussi de progresser. Oui, merci. Donc on comprend bien le premier point. On comprend que l'importance de l'innovation pour la responsabilité. Ce deuxième axe qu'on vient d'aborder, la nécessité de gérer l'efficacité, que ce soit financier, extra-financier. Et un dernier point, de façon très concrète, avant de passer la parole au public. Comment, de façon claire, organisez-vous l'innovation tout en se garantissant effectivement cette certaine responsabilité? Monsieur Libaud, peut-être à la sécurité sociale, comment ça peut s'orchestrer, cette volonté d'innover? Je ne suis pas sûr que ça s'orchestre. En tout cas, moi, je n'ai pas la réponse parfaite à la question. C'est vraiment une question que je continue à me poser. Et j'ai organisé, tous les 4 ans, on organise une grande rencontre de tous les acteurs de la sécurité sociale. Et justement, j'ai fait, sans aucune originalité, il y a 2 mois, sur le sujet de l'innovation, pour réfléchir ensemble sur justement comment arriver à mieux innover ensemble. Parce que la question n'est pas si simple. Alors, encore une fois, on peut quand même essayer de créer des incitations et des reconnaissances des innovateurs et des innovations au sein du système. Mais une fois dit ça, c'est pas toujours si simple de trouver. Et ensuite, bon, c'est pas tout d'innover. Il faut aussi, il faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Et je pense aussi, on peut très facilement avoir des idées qui passent et construire dans un univers complexe. Et la sécurité sociale et la société contemporaine en général, c'est quelque chose de complexe, quelque chose qui marche dans la durée et qui est généralisable aussi, parce que quelquefois on peut vous faire des trucs expérimentaux avec 5 personnes hyper volontaires et tout ça. Il y a le terrain tout à fait favorable, ça marche parce que les gens s'entendent bien, parce que le terrain. Mais simplement, c'est absolument pas généralisable. Donc aussi, il faut arriver à trouver l'innovation qui, dans sa conception même, peut être généralisée. Alors, de ceci demande aussi de la rigueur, de la rigueur dans le suivi. Alors, dans l'idéal, ça voudrait dire aussi évaluation, capacité d'évaluation, méthodologie d'évaluation, etc. Je dis dans l'idéal parce que là aussi, la France, je crois, ne se caractérise pas par une stratégie très, très, très rigoureuse d'évaluation des politiques. Là encore, je prends l'exemple du RSA. Il y a une tentative, je trouve intéressante, de Martin Hirsch, de faire un comité d'évaluation, quelque chose, etc. Mais ensuite, les délais de l'action publique sont tels qu'on a rarement le temps d'attendre le résultat d'évaluation avant de généraliser, de décider quelque chose. Il y a, dans l'action publique, pour moi qui suis sur ce sujet, qui sont très en lien avec le politique, il y a un grand sujet effectivement entre le temps de l'évaluation et puis le temps du politique qui est toujours beaucoup plus resserré, etc. Donc voilà, tout ça est compliqué. Il faut laisser des poches, y compris dans les modes financiers, dans la capacité des acteurs à faire remonter des choses. Voilà. Mais je reconnais que enfin, en tout cas, je n'ai pas de modèle défini et je pense que c'est un sujet sur lequel on peut apprendre beaucoup des uns des autres. Merci. Est-ce qu'on peut supposer chez Vivendi justement une certaine connaissance des processus d'innovation, dans quelle mesure votre département, plus particulièrement sur le développement durable, va utiliser ces processus ou pas dans l'organisation de l'innovation? En effet, on a une direction de l'innovation chez Vivendi et on travaille de manière très, très, très proche avec eux. Et dès qu'ils veulent lancer un nouveau service ou acheter éventuellement une nouvelle entité, on travaille en amont sur, par exemple, la protection des données personnelles. On voit à quel point c'est un risque majeur pour les dernières histoires qu'il y a eu avec Sony ou Disney. Donc, si on lance ce genre de service, chez Vivendi, 75% des revenus viennent du modèle de l'abonnement. Donc, c'est vraiment un sujet sociétal sur lequel on est très frileux. Donc, on fait vraiment attention pour savoir si tous les process sont mis en œuvre. La protection de la jeunesse aussi, bien sûr. Quand Canal innove avec la Catch-Up TV et reproduit les obligations d'âge, par exemple, imposées par le CSA sur la chaîne, sur les télévisions, sur des réseaux Internet où il n'y a aucune obligation, c'est aussi un processus d'innovation par rapport au développement des nouvelles offres. Donc en amont, à la fois au niveau du siège, et c'est pour ça que j'avais un peu décrit rapidement les organes en charge, parce que dès l'instant qu'on a les procédures en place avec les comités des risques, l'audit, donc je ne dis pas que c'est parfait, mais on essaye au maximum d'intégrer cette responsabilité sociétale dans la responsabilité stratégique.
Merci. On avait bien compris le système démocratique de la Massif. En termes d'organisation, leur implication sur l'innovation, comment elle peut être caractérisée, comment elle est organisée? Alors, déjà, première chose, l'innovation chez nous, elle n'est pas encore organisée. On est en pleine réorganisation, donc on va probablement avoir à terme une entité qui va s'occuper d'innovation. Mais pour le moment, on ne l'a pas, donc ça se fait d'une autre manière. La direction dont je m'occupe s'occupe de prospective également, mais là, on est plus loin, notamment prospective sociétale, et on n'est pas encore dans l'innovation. Peut-être deux éléments de réponse. Donc, la contribution des sociétaires directement, elle se fait au travers d'un système chez nous qu'on appelle les vœux. C'est-à-dire que des sociétaires se rassemblent entre eux et émettent des vœux, présentent des vœux à la mutuelle d'assurance, donc à l'assemblée à l'occasion des assemblées régionales, et donc disent, bah voilà, sur tel contrat ou sur telle protection, on constate que voilà, c'est pas au rendez-vous, donc est-ce que la Massif peut travailler dessus? Donc c'est une manière de remonter un peu les attentes des sociétaires sur le terrain, et puis c'est une manière aussi de les faire contribuer au processus d'engineering des produits et services. Donc par exemple, il y a quelques années de ça, il y a un sociétaire qui avait une fille malentendante et qui disait c'est quand même un problème parce que la Massif a ses valeurs sociales qu'elle met en avant, mais en attendant, elle ne peut pas téléphoner, il n'y a personne pour pouvoir s'occuper d'elle. Et donc on a, suite à ce vœu, fait travailler les gens de l'assurance qui ont mis un dispositif qui s'appelait Massif Sourd et qui maintenant s'appelle Egalis et qui est tout un dispositif d'accessibilité, alors d'abord aux sourds malentendants, après déficit visuel, et puis maintenant tout type de handicap. Donc ça serait venu d'une manière ou d'une autre, j'allais dire, mais voilà, ça a été déclenché par un vœu de sociétaire. La deuxième façon qu'on a d'impliquer nos sociétaires, c'est qu'on a une fondation d'entreprise, donc la Fondation Massif, et qui, depuis 2 ans, a réorienté ses objectifs. Avant, elle travaillait sur le soutien à l'économie sociale. Maintenant, elle travaille sur le champ de l'innovation sociale, et plus particulièrement sur la dominante environnement. Et en fait, le fonctionnement de notre fondation, il est calqué un peu sur celui de la Massif, c'est-à-dire qu'il y a une fondation siège, et puis il y a des délégations régionales, donc il y en a 11, et ces délégations régionales, elles instruisent, elles choisissent et elles pilotent les projets au travers de commissions. Et ces commissions, c'est des représentants de sociétaires. Donc c'est des délégués représentants de sociétaires qui font le choix de soutenir ou non, au nom de la fondation, des projets. Donc on a ce lien aussi, alors parfois direct, souvent indirect, parce qu'encore une fois, c'est une démocratie organisée. Voilà. Donc la manière dont les sociétaires sont impliqués, voilà, c'est 2 exemples pour dire, mais on est en train de réfléchir à ça. Je voulais juste revenir sur la question de l'innovation et ce que disait monsieur, effectivement, sur le fait que innovation et responsabilité, ça veut dire d'abord qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en matière d'innovation, ça il faut en être bien conscient. Un exemple, c'est sur celui qu'on appelle nous les risques émergents. Donc c'est les risques type OGM, nanotechnologie, champ électromagnétique, voilà. Toutes ces choses un peu nouvelles qui apparaissent sur le marché avec plus ou moins de contrôle. Alors parfois c'est un peu contrôlé, parfois un peu moins. On n'applique pas toujours le principe de précaution par rapport à ces sujets-là. Et donc le rôle de l'assureur, il est éminemment compliqué là. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se dit, là, il y a un nouveau business, il y a un nouveau marché, je vais designer un produit, et puis voilà, je vais être le premier, et du coup, voilà, il y a une rentabilité derrière? Ou est-ce qu'il dit, sur un sujet comme celui-ci, il n'y a pas suffisamment de garanties, il y a peut-être des avancées technologiques qu'on peut mesurer, des avancées financières. En revanche, il y a des impacts sociaux, environnementaux, sociétaux qui sont soit inconnus, soit déplorables, et donc, du coup, on n'y va pas. Alors, pour le moment, tous les assureurs sont plutôt dans la deuxième voie. Ils n'y vont pas pour des raisons de responsabilité, mais parce qu'encore une fois, ils sont prudents et qu'ils ont besoin de connaître les risques. Mais voilà, typiquement, un cas qui pose des questions où il faut arbitrer à un moment donné entre l'innovation, l'efficacité économique et puis la responsabilité qui veut que sur certains sujets, eh bien, on soit plus prudent, voire on contribue à faire en sorte que les externalités négatives, pour reprendre, voilà, soient un peu plus maîtrisées. D'accord. Chez Emmaüs, on a bien compris les différentes innovations qu'il pouvait y avoir, la gestion aussi des meubles qui sont à venir, la gestion des déchets, tout un tas de que vous appelez déchets mais qui n'en sont plus finalement. Comment ça s'organise? Il y a l'innovation technique, mais encore une fois, innovation, pourquoi? L'innovation, c'est toujours au service d'une idée ou au service d'un projet. Et j'ai déjà parlé d'innovation technique, j'ai envie de parler un petit peu d'innovation sociale, d'innovation humaine. L'innovation humaine, elle passe par quel biais? Elle passe d'abord par la rencontre avec les personnes qui sont concernées, c'est-à-dire les bénéficiaires de ces services. Cette rencontre-là, elle est déjà créatrice d'idées,
Parce que tout simplement, on n'a pas à imposer notre modèle à des personnes, on a à recueillir des vœux et essayer de bâtir ensemble quelque chose. Je vais prendre un exemple, une population qui est particulièrement adulée en ce moment, à savoir les Roms, sont des populations qui, comme vous le savez, dans leur pays d'origine, la Roumanie principalement, sont des populations extrêmement exclues, victimes d'un racisme terrible. En France, dans leur bidonville, elles sont beaucoup mieux qu'en Roumanie. C'est ce qu'elles nous disent, en tout cas, ces populations, et on les suit. Alors, un petit exemple sur ce problème. Ces populations qui, bien souvent, ne sont pas des nomades, même si elles ont été conduites à devenir nomades quelquefois, parce que tout simplement, on les a bousculées régulièrement, ne demandent souvent qu'à être effectivement sédentarisées. Il se trouve que, dans le nord de Paris, on a eu un terrain, certes près d'une bretelle d'autoroute et tout ce que vous voulez, évidemment, ce ne sont pas des terrains extraordinaires, mais enfin un terrain. Et il se trouve qu'une des associations du mouvement, qui s'appelle Emmaüs Coup de Main, qui s'occupe principalement des Roms, a reçu un jour un coup de téléphone en leur disant, je ne sais plus quelle était la grande entreprise qui le proposait, on a 40 Algeco, est-ce que vous en voulez? Alors évidemment, quand vous avez reçu un coup de téléphone de ce genre, 40 Algeco, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors il a répondu oui, parce qu'il ne savait pas répondre non. Donc il a répondu oui, puis après ça, il s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Il s'est dit, au fait, il y a le terrain. Alors on a mis les Algeco 2 par 2, donc en 4, et on a fait une série d'Algeco. Et puis on a trouvé un partenariat avec un architecte qui avait des tas d'idées dans tous les sens. Et surtout, on avait une population rome qui précisément était dans une demande de cette nature. Et dans une discussion entre ces Roms et cet architecte et l'association Coup de Main, s'est bâti un projet d'habitat, une autoconstruction presque à partir des Algeco, où les Roms travaillent en lien avec l'architecte pour bâtir leur habitat. Et voilà quelque chose qui se met en place, qui commence à avoir de la gueule, avec un mur végétal, avec des éléments de construction qui sont, sur le plan écologique, assez intéressants. Voilà une innovation qui est née simplement d'une rencontre entre des populations bénéficiaires et puis une association qui travaille avec ces populations et qui essaie de les entendre. Ça, c'est une première idée. Une deuxième idée, l'innovation, elle naît également dans la rencontre avec nos partenaires. Car on a des partenariats avec des entreprises, bien évidemment. Et là, dans cette rencontre, on peut essayer de bâtir ensemble quelque chose. Les partenaires ont un savoir-faire dans un domaine particulier, avec un métier particulier. Puis nous, on a une demande sociale particulière et qui, quelquefois, ne cadre pas complètement, mais on essaie de s'amadouer et de se rencontrer parce qu'on a envie de faire ensemble, parce qu'il y a un vrai désir en face, il y a un vrai désir chez nous, donc allez, on va faire un bout de chemin ensemble. Et c'est ainsi que, par exemple, avec GDF, on a mis en place un partenariat où GDF vient faire des diagnostics thermiques dans nos communautés, nous proposer un certain nombre d'innovations en matière thermique et nous finance par exemple des chaudières à bois, c'est pas du gaz, mais ça fait rien, ils nous financent des chaudières à bois qui sont sur le plan écologique absolument remarquables, il n'y a pas de cendre, il n'y a pas de fumée, et ça marche très bien. Donc on a là des innovations qui sont nées de la rencontre entre des personnes des personnes qui ont des idées finalement qu'elles mettent ensemble, mais on part un peu dans l'aventure parce qu'après tout, on n'est pas dans une problématique où on a une obligation de résultat, donc on y va, on a envie d'être ensemble, on a envie de faire ensemble, alors on fait ensemble, et de là naissent un certain nombre de choses. Un autre exemple, on a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle GT Location, qui fait de la location de camions avec chauffeur. Ils avaient envie de travailler avec nous. Alors, on s'est rencontrés et puis on s'est dit, tiens, au fait, vous avez besoin de chauffeurs. Nous, on a besoin de chauffeurs en permanence. Et puis, on a plein de compagnons qui ont peut-être le permis de conduire, mais c'est tellement vieux et ils ont tellement peu conduit qu'ils ne savent plus conduire. Donc, ils nous font des formations au réapprentissage de la conduite. Mais en même temps, on va un peu plus loin parce que GT Location, ils étaient intéressés par ce qu'on faisait. Il se trouve qu'on fait des convois humanitaires vers le Kosovo. Alors, des salariés de GT Location nous ont dit on aimerait bien y être. Et la société GT Location, en partenariat de compétences, donc en finançant le salaire de ces personnes, a permis à un certain nombre de salariés de cette entreprise de participer à ces convois. Ils reviennent, ils sont un peu changés, parce qu'ils ont, pendant 15 jours, convoyé avec des compagnons Emmaüs vers des structures d'insertion, en l'espèce au Kosovo, des structures assez extraordinaires. C'est vrai que ça change un peu. Et c'est, d'une certaine manière, ce que j'ai envie de dire, finalement, ce qui nous intéresse dans les partenariats, au-delà de ce que nous définissons ensemble en termes d'objets et de finalités, c'est le fait d'être contagieux
d'essayer d'être contagieux un tout petit peu, c'est-à-dire de faire passer un tout petit peu de la manière dont nous pensons les choses, mais ils sont aussi contagieux vers nous et ils nous apprennent des choses. Et cette contagion réciproque, c'est une superbe chose si on arrive à la maîtriser, si on sait la définir, et si on ne se fait pas piéger réciproquement. Parce que les partenariats du genre grande surface, qui a des produits frais, qui nous les donne en fin de vie, c'est très bien, on peut nourrir des tas de gens. Mais franchement, quand en plus ils ne nous financent pas, nous, on leur récupère leurs produits, ils n'ont pas de frais pour la destruction de leurs produits, ils n'ont pas de frais pour le transport des produits à détruire, et ils se contentent de nous les donner. Bon, d'accord, mais ce n'est pas le partenariat auquel nous rêvons le plus. Nous sommes beaucoup plus intéressés par des rencontres de personnes, par des capacités à effectivement imaginer ensemble des dispositifs. Et puis, pourquoi pas, ça peut un tout petit peu, pardonnez-moi le mot, pervertir certaines idées préconçues. Et cette perversion, elle nous plaît. Merci, merci beaucoup. On peut vous applaudir. On voit bien dans cette table ronde, on va passer maintenant la parole au public, service public, efficacité, responsabilité, que première chose, on innove, et il n'y a pas de doute à ça. Deuxièmement, on recherche l'efficacité pour tous les acteurs présents à cette table ronde. Troisièmement, on peut dire qu'on se cherche encore parfois pour innover, mais ce qui fait qu'on innove, c'est l'engagement. Pour chacun d'entre vous, c'est l'engagement qui est la première qualité pour innover, que ce soit pour le service public, que ce soit en général pour les entreprises, c'est évidemment l'engagement des individus. Et la deuxième qualité que vous avez très bien formulée, c'est la contagion. Évidemment, avoir la contagion évidemment de l'esprit d'innover, vouloir innover, que ce soit à travers nos partenaires comme au sein d'une entreprise. Nous allons prendre, pour le peu de temps qui nous reste avant de conclure cette table ronde, quelques questions. S'il y a, ça se lève déjà ici, oui, pardon, un micro arrive pour vous. Sandra Domar de la société Comme Geste. Ma question porte justement sur la contagion, parce que la plupart, si on arrive trop enthousiaste, on fait peur aux gens. Et il y a beaucoup de gens, et en plus dans notre culture qui devient plus américaine, de protection, de déresponsabilisation un peu individuelle. On balance entre une créativité forte individuelle sur les supports numériques de Vivendi et dans la vie de tous les jours aussi d'une sorte de forme de déresponsabilisation, de protection, de procédure, de certification. Comment on arrive à amener les gens à sortir de leur zone de confort, de prendre un risque, de se bousculer un peu, de se mettre un peu en déséquilibre, parce que l'innovation, c'est ça aussi. Concrètement, enfin... D'abord, dans certains de ces partenariats, on a d'abord bien défini avec l'entreprise l'objet du partenariat. Et il y a un bon point de départ qui est le mécénat de compétences, qui n'est pas forcément sur de la compétence pointue, qui est simplement le simple fait de financer le salaire de salariés qui vont travailler au service de la structure qui bénéficie de ce partenariat. On a par exemple un partenariat avec Accenture en ce moment, une réflexion sur la logistique du fonctionnement des structures Emmaüs sur la zone Île-de-France. Bon, voilà un partenariat de compétences pointues, parce que là on a affaire à des gens intéressants, qui ont vraies compétences, et en même temps on établit un contact. Je veux dire, au-delà de ça, l'individu, on cherche à le polluer complètement, à le polluer Emmaüs. D'ailleurs, ça y est, c'est quasiment acquis, il est venu sur le salon, enfin bon, vous voyez, bon. Ce que je veux dire, c'est que par la définition au départ, dans le contrat qu'on passe avec l'entreprise, on définit les zones. Donc, par ce biais-là, on démarre quelque chose, on initie, et d'une certaine manière, les premiers qui vont travailler avec nous sont un peu des pilotes qui vont entraîner les autres et faire comprendre que, bon, c'est balisé, quoi. C'est pas... Après, vous avez l'investissement personnel. Ça, c'est l'aventure personnelle. Vous avez une question ? Oui, Ça marche. Oui, bonjour, merci pour votre table ronde et vos différentes interventions. J'ai une question pour l'ensemble d'entre vous, mais plus particulièrement pour Madame de Vivendi, au travers d'un exemple qui concerne Vivendi, sur la responsabilité. Pour moi, la responsabilité, c'est avant tout du savoir-être et pas des indicateurs et du savoir-faire. Ce que je comprends de la RSE que vous mettez en œuvre chez Vivendi, je me trompe peut-être, c'est que vous êtes dans les indicateurs, au moins dans 3 secteurs déterminés, protection de la jeunesse, et puis deux autres domaines, mais j'ai l'impression que quelque part, en mettant des indicateurs et en indiquant trois domaines exclusifs,
vous orientez la responsabilité du groupe uniquement dans ces domaines-là et sans prendre en compte une responsabilité globale. Je vais vous prendre un exemple très concret en termes de business. La dernière évolution sur le marché, je suis sur la DSL, hein, j'étais client de 9CGTEL en ADSL, modification réglementaire, augmentation de la TVA, enfin l'histoire de la télévision et et je reçois un courrier de la part de 9CGTEL, hein, donc me disant dans quelques semaines vous avez augmentation de la TVA et vous avez répercuté donc plus que d'ailleurs qu'intégralement la TVA d'ailleurs, hein, la TVA stricto sensu aurait dû être répercutée de, je sais plus, je vais dire des bêtises, mais de 2 euros en l'occurrence ou de 2,10 euros, vous avez répercuté de 3 euros. Et je pense que dans cette affaire-là, je ne parle pas de mon cas. Moi, dans mon cas, j'ai quitté SFR pour aller voir un de vos confrères. Votre question. J'y arrive. Mais donc, je pense que dans ce cas-là, je ne sais pas qui a pris cette décision au sein du groupe, mais je pense que du votre point de vue, même du point de vue économique, c'était une décision totalement irresponsable. Je ne sais pas combien vous avez perdu de clients, et là n'est pas la question. Mais voilà, j'aimerais vous poser la question du savoir-être par rapport au savoir-faire et aux indicateurs. Est-ce que vous en pensez? Mais cette question concerne l'ensemble de la table ronde. Avant de vous laisser répondre, simplement, nous avons précisé dans l'introduction ce que signifiait responsabilité, et notamment ces étymologies latines sur respondere, etc., qui veut bien dire qu'il faut savoir, à un moment donné, rendre des comptes. Donc le savoir-être, on peut très bien savoir-être sans être totalement responsable. Donc ça n'a rien à voir. Donc effectivement, rendre des comptes passe par les indicateurs, et je crois que l'ensemble des personnes se sont dit, oui, comment je pourrais trouver des indicateurs, effectivement, que je sois une association, que j'essaie d'autodéfendre, etc. Donc il y a bien cette question de rendre des comptes. Je vous laisse répondre. Alors j'ai parlé de ces 3 indicateurs parce qu'ils étaient un peu spécifiques, comme je l'ai dit, et peu communs par rapport à d'autres groupes. Mais il est évident que la responsabilité sociale de Vivendi s'étend pas à ça, parce que vous évoquez le 9CGTEL, donc la satisfaction client, qui fait l'objet de tas de développement dans nos documents. Vous pouvez me donner votre carte et j'adresserai votre réclame au service compétent. Mais oui, mais je veux dire, je ne vais pas réduire votre casque. C'est pour ça que je me suis permis de décrire brièvement Vivendi, parce que nous, je ne suis pas SFR et on représente un groupe mondial. Et par rapport aux indicateurs, ce n'est pas pour avoir le plaisir des indicateurs, parce que ça prend beaucoup d'énergie, c'est qu'on est comparé à des groupes mondiaux. Donc, nous, Vivendi, on ne vit pas dans un univers complètement libre. On a des exigences très, très importantes. Et il y a bien sûr la relation fournisseur, qui est aussi un sujet énorme, avec les sous-traitants dans le monde. Il y a des sujets des données personnelles qui font partie maintenant des droits humains pour des groupes comme Google, Yahoo, quand on opère en Chine ou au Brésil. Donc il y a des problématiques, j'allais dire, gigantesques. Mais là, le sujet, c'était l'innovation par rapport à l'empreinte de Vivendi, qui m'avait été demandé d'expliquer. Mais bien sûr que la relation client fait partie des préoccupations du groupe, puisque, comme je l'ai dit, 75% des revenus viennent de l'abonnement, donc ce qui donne des revenus récurrents, une relation privilégiée avec les clients. Et donc, ça fait partie des préoccupations du groupe. Merci. Y a-t-il une dernière question? Peut-être, oui, monsieur. Je voulais vous demander, par rapport au devoir de responsabilité, est-ce qu'il n'y a pas aussi, pour mettre en œuvre l'innovation, et par rapport à la responsabilité constatée, alors on peut voir chez Emmaüs de façon assez flagrante, une obligation de bouger un peu les institutions. C'est-à-dire, finalement, aller un peu à l'encontre d'un état de fait fonctionnant et essayer de mettre en place l'innovation en bousculant un peu les entités existantes, de manière à faire avancer, alors d'un point de vue sociétal ou d'un point de vue efficacité. Et je voulais savoir quels étaient vos retours à chacun. Mais mettre peut-être même une source d'innovation pour le service public. Je vais faire 2 petites réponses, simplement, qui vont dans le sens de ce que vous disiez. Dans les années 50, lorsque il y avait cette crise du logement qui était terrible, l'abbé Pierre et les compagnons, ils construisaient à tout va. Puis un jour, il y a un fonctionnaire qui arrive en disant « Mais l'abbé, vous construisez, c'est très bien, mais le permis de construire, il est où ?» Il répond « Le permis de construire, j'en ai pas, j'ai un permis de vivre. » Bon, alors, on est bien dans cet esprit que vous indiquez. En effet, cette espèce d'idée que vivre passe avant des réglementations. Donc, alors, évidemment, il ne faut pas pousser trop loin ce genre de choses, parce qu'on est complètement à côté des clous. Mais effectivement, cette idée-là d'être obligé de bousculer, elle est en permanence au cœur de ce type d'association comme la nôtre. On n'est pas les seuls dans cette logique-là.
On dit chez nous, la misère ne se gère pas, elle se combat. Ça veut dire qu'on est obligé d'aller aux causes. On est obligé d'aller réfléchir sur les causes de l'exclusion et de la misère. Or, aujourd'hui, il faut qu'accepter une idée forte qui est la suivante. Être pauvre n'est ni une faute, ni une fatalité. À partir de là, il y a tout un travail à faire pour effectivement aller aussi loin que possible dans la résorption des causes. Et de temps en temps, on s'affronte, on se frite. Madame Tumrel. Pour rebondir sur Emmaüs, je voudrais quand même citer le partenariat entre SFR et Emmaüs qui répond à cette idée d'innovation, puisqu'on est parti du logement à la téléphonie solidaire et que SFR accompagne maintenant depuis 2 ou 3 ans Emmaüs Défi, et justement a eu cette idée de partager les compétences de SFR avec les nécessités d'Emmaüs pour faire de la téléphonie mobile un outil d'emploi, de vie, de bien-être, avec des cartes de 5 €, je crois, pour des montants limités, un accompagnement social, comment on gère un budget et comment le téléphonie mobile sert à trouver du travail éventuellement. Donc c'est un exemple, je pense, d'innovation. Merci beaucoup. Oui, peut-être un mot ? Non, mais juste dire, je crois que tout le monde a besoin d'être bousculé, l'État a besoin d'être bousculé par les associations, les représentants des usagers, d'autres, etc. Mais donc c'est tout à fait, enfin moi je crois que c'est très salutaire, et heureusement qu'effectivement il y a une société, une démocratie, c'est effectivement beaucoup de choses qui vivent et qui ont des interactions les uns avec les autres. Mais mon sujet, c'est effectivement l'innovation, c'est aussi, comme je disais, faire bouger le comportement de chacun. D'ailleurs, on est en plein développement durable, on voit bien que l'innovation, c'est pas simplement bouger les institutions, c'est que chacun bouge. Il ne faut pas aussi être dans le discours de uniquement on attend que les institutions bougent. Non, voilà. Je crois que finalement l'innovation, c'est effectivement que chacun s'interroge sur effectivement comment lui il bouge. Et je suis aussi d'accord avec mon voisin sur le fait de dire que l'innovation doit se faire dans l'efficacité, mais à un moment donné, faut ne pas oublier que l'innovation, c'est souvent effectivement retrouver le sens de l'humain. Merci beaucoup à vous 4 de cette table ronde. Bravo à vous tous.